Bienvenue à toi dans l'émission Microcanap. Avant de te laisser regarder l'émission d'aujourd'hui, je rappelle que le podcast est certes disponible en version vidéo sur YouTube, mais aussi en version audio sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et d'autres plateformes de streaming. Si tu aimes bien les sujets que j'aborde et si tu souhaites soutenir le projet Microcanap, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à partager les profils Deezer, Apple Podcasts et Spotify. Ça semble peu, mais ça aide beaucoup. Pour nous trouver, il te suffit d'écrire Microcanap dans la barre de recherche de la plateforme que tu utilises. Et sinon, je te mets les liens en description. Et si tu fais déjà partie des abonnés, je te remercie beaucoup. Ce soutien nous fait vraiment plaisir. Hey! Microcanap! Bonjour, je suis Chloé et aujourd'hui je t'emmène à la rencontre d'Alex, la psy en basket. Oui, tu as bien entendu, la psy en basket, parce qu'Alex porte son projet entrepreneurial de psychologie et de coaching sportif depuis maintenant 7 ans à Poitiers. Je t'emmène donc à sa rencontre. Allez, suis-moi. Je rejoins Alex chez elle après qu'elle ait dispensé un cours collectif en centre-ville de Poitiers. Bonjour. Salut. Je peux rentrer? Je t'en prie. Merci. Yes. Bonjour Alex, ça va? Oui, bonjour, ça va et toi? Ouais, ça va. Encore une fois, et comme lors du précédent reportage, je suis encore dans un canapé, donc je disais tout à l'heure, ça me suit. En même temps, ouais, ça coule de source. Ton parcours, il peut sembler atypique pour certains, et personnellement, je le trouve très complémentaire. Tu as obtenu une licence et un master en psychologie, et dis-moi si je me trompe, mais tu as aussi obtenu le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, c'est ce qu'on appelle BPGEPS. C'est ça? Oui. Tu as toujours voulu allier ces deux domaines ou c'est un concours de circonstances? Non, j'ai pas toujours voulu faire ça. De toute façon, au départ, je voulais être prof de sport, moi, donc j'étais partie en STAPS pour faire un master de STAPS et puis devenir prof. Et puis, ça n'a pas fonctionné. Très très vite, je me suis rendu compte que c'était pas le bon chemin. Et en errant un peu sur le campus de Poitiers, j'ai croisé une copine qui allait en psycho, donc je me suis inscrite en psycho et puis je suis partie comme ça. Mais non, c'est vraiment sur la dernière année pendant le master où en fait on étudiait beaucoup les comportements de santé et la santé en règle générale. Et à chaque fois qu'on cherchait quels pouvaient être les facteurs protecteurs de la santé, le sport, ça revenait toujours. Donc moi qui en faisais depuis toujours également, je me suis dit au lieu de dire si jamais je devenais psychologue, de dire à mes patients allez faire du sport, ça va vous faire du bien au corps et à la tête, je me suis dit est-ce que je peux pas leur faire moi-même? Et c'est de cette réflexion que après donc j'ai terminé mes études de psycho et je me suis lancée dans le BPGEPS quelques mois après qui ont suivi les études quoi. Tu as fait une spécialité en psycho assez particulière que tu continues aujourd'hui d'exercer finalement? C'était de la psycho de la prévention. Donc ça s'associe un peu à la psycho de la santé où en fait on n'est pas dans une branche de la psycho où on va apprendre à mener des entretiens comme les gens pourraient avoir un peu en idée cliché on va chez le psy, on parle et puis voilà, le psy fait son analyse, sa thérapie. Là on est plutôt sur moi j'ai un problème de santé en particulier, qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que je dois pas mettre en place au contraire pour que ce problème de santé s'améliore ou même ou ne s'aggrave pas. Ça peut être sur les individus ou des institutions. Par exemple, on pourrait très bien être appelé pour si dans un établissement scolaire il y avait par exemple, je sais pas moi, un souci de tabagisme, un psychologue de la prévention, il est censé être en capacité de cadrer un peu le problème, de créer des interventions pour que ce problème de santé diminue dans l'établissement. C'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Donc on peut faire ça pour des institutions, des établissements ou juste individuellement. Si moi j'ai un problème de santé, je garde le tabac, j'ai envie d'arrêter de fumer, sur quoi je peux m'appuyer pour que j'arrête et pour que ça soit durable, surtout. Pourquoi le nom Psy en basket? La Psy en basket, quand j'ai commencé, j'ai lancé mon entreprise et je sais pas, ça m'a vraiment pété au casque un soir que je cherchais, c'est peut-être un an après avoir lancé l'entreprise. Ah ouais, quand même, un an après. Ouais, un an après, ouais. Et la Psy en basket, je sais pas, ça m'est venu comme ça.
je voulais quand même rendre hommage à mes études. Oui, parce que tu as fait 5 ans de psy au total. Ouais, j'ai le titre de psy, donc je me suis dit, bah utilisons-le, quoi. Et en basket, parce que je suis tout le temps en basket, et puis le sport, c'est des baskets, c'est le mouvement, c'est le sport. Je pense qu'il y a bien un élément qui est commun au sport, à part pour les gymnastes et les nageurs, tout ça, c'est d'avoir des baskets aux pieds, quoi. Donc la psy en basket, je trouvais que ça donnait envie d'aller voir ce qui se cachait derrière. Chacun a sa petite image, en fait, de psy en basket. Il y en a beaucoup qui pensaient que j'étais coach du sport basket, du coup. Ah, j'avais pas pensé à ça. Donc chacun a sa petite image et après ça lance aussi la discussion. Ah, psy en basket, il y en a qui me disent je vois pas du tout le lien et d'autres qui me disent ah ouais, trop bien, et du coup ça amène la conversation. Tout à l'heure, tu as parlé du sport. Tu as toujours été passionné par le sport et c'est aussi pour ça que tu as voulu te diriger vers cette filière? Ouais, c'est vraiment pour ça, par amour du sport. Mais je dirais que je suis même pas passionnée de sport, c'est quelque chose qui est là. Et que c'est aussi naturel de faire du sport que de respirer, en fait. Je me suis pas posé la question. Ma mère m'a mis au sport très vite, alors qu'elle-même elle n'est pas du tout sportive. Mais elle savait que c'était bien. Et depuis que je sais marcher, quoi, je fais du sport, j'en ai fait tout un tas. Je suis pas très assidue, j'aurais jamais pu faire une carrière dans un sport, mais j'ai testé plein de trucs et c'est... Des exemples de discipline un peu là? Et le dernier en date où je me suis d'ailleurs luxé le doigt dernièrement, c'est le flag football. C'est du football américain mais sans les plaquages. On a des petits fanions sur le côté et on les attrape pour simuler le plaquage. Donc il y a eu ça, j'ai fait du tennis, j'ai fait du badminton, j'ai fait des sports de combat, du foot vite fait, du basket vite fait. C'est assez complémentaire le côté prévention que tu as fait en psy. Comment tu allies coaching et psy dans ta démarche, la psy en basket? La manière dont je le fais, déjà, enfin, j'ai pas de méthode particulière, il n'y a pas quelque chose que je vais appliquer à un tel, une telle. C'est vraiment, ça fonctionne beaucoup au feeling. En fait, je laisse aussi l'alliance se faire entre le client, patient, du coup, je sais pas trop comment il faut l'appeler. Je voulais te poser la question justement, client, patient. Je mets quand même un peu de côté ce rôle de psy, parce que pour moi, je suis coach avant tout. Donc, je vais les appeler les clients. Les sportives, les clients. Mais c'est au début surtout que ça se joue. J'essaie d'installer une relation de confiance et surtout, j'interroge souvent la représentation que les gens ont du sport. Quand j'ai une personne qui vient me voir en me disant voilà, je veux faire du sport pour telle raison, avant quoi que ce soit, je demande ok, mais pour toi, le sport c'est quoi? Le fait d'être sportive c'est quoi? Et souvent, c'est intéressant. Il y a des personnes qui m'ont dit moi, je suis pas du tout sportive. Par contre, je vais me mettre au sport, mais je suis pas du tout sportive. Et quand tu creuses derrière, la personne, elle va nager, elle va marcher, elle fait des activités avec ses enfants, ses petits-enfants. Donc, en fait, il y a quand même une dynamique sportive dans sa vie. Et en fait, on se rend compte que, en tout cas pour les personnes qui ont croisé mon chemin, qu'elles ont une représentation du fait d'être sportive ou sportif qui est très très élevé. Pour eux, quelqu'un de sportif, c'est quelqu'un qui s'entraîne tous les jours, qui mange de telle manière, qui fait de la compétition, alors que, en fait, pas du tout. Enfin, en tout cas, pas de mon avis. Et c'est important de poser cette question, je trouve, quand on commence le coaching, parce que quelqu'un qui va commencer cette activité avec nous et qui se dit « Ouh là là, il va falloir que je devienne comme ci, comme ça, il va falloir que je mette la pression, que... si je rate un entraînement, ça veut dire que c'est pas réussi. Je trouve que c'est important de lever un peu les voiles et de se dire non, en fait, tu juste prends du plaisir à faire ton activité et il n'y a pas de stress, et il n'y a pas de notion de performance. Pour revenir à l'arrière. Plus loin la jambe. Encore. Allez, encore tout le monde! J'ai l'impression que c'est vraiment ta signature en fait dans ton activité et comment tu envisages justement ton coaching sportif, parce que en interrogeant dès le début la relation au sport, mais c'est l'idée qu'on s'en fait, tu déconstruis finalement peut-être cette notion de performance, d'objectif, du résultat absolu. Oui, j'essaye en tout cas. C'est vrai que ça peut être un peu
antinomique de faire du sport sans performance. Et ouais, je suis totalement OK avec les gens qui sont à fond dans la performance d'ailleurs. Mais moi, c'est vrai que c'est pas la manière dont j'ai envie de le faire. Et j'ai surtout pas envie que les gens qui travaillent avec moi ressentent ce stress-là. Ce stress par rapport à la perf, ce stress par rapport au fait d'avoir un corps qui est foutu de telle ou telle manière. Donc, pour moi, c'est important de... En fait, que le premier moteur du sport, mais parce que c'est celui-là que moi j'ai, c'est du plaisir. C'est qu'est-ce qu'on peut faire, là, comme on était en cours tout à l'heure, pour pendant 1h, 45 minutes, se vider la tête, se faire du bien, et puis en même temps, du coup, avoir un impact cool sur la santé, quoi. D'ailleurs, ça m'a marqué, il y avait quoi? Il y avait combien de personnes à ton cours, là, collectif? Une quinzaine, je pense, ouais. Sur les 15, tout le monde a fini avec le sourire et est en train de rigoler. Et moi, ça m'a marqué. Pour moi, une séance de sport, surtout entre midi et 2. T'en sors, t'es claqué, quoi. Ouais. Et non. Et pourtant, vous n'avez pas rien fait, quoi. C'est ça qui était... Enfin, c'était super construit. T'as fait des petits... Enfin, super construit. C'est ton taf, c'est normal. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait des parcours, il y avait du cardio, il y avait du renforcement... tout dans la bonne humeur, dans l'adaptabilité. Ça transpirait la joie de vivre, quoi, à la fin. Tant mieux, ça me fait plaisir du coup que tu aies vu ça, d'avoir un avis extérieur sur le truc. Mais ouais, en cours collectif, c'est vrai qu'au début, quand je commençais à construire mes cours, je me disais, bon, il faut qu'on arrive à ça au bout de tant de temps de pratique, il faut que tout le monde réussisse à bien aller dans l'intensité et tout. Mais alors très vite, je me suis détachée de cette idée-là. Et en fonction des groupes, eux en particulier, l'objectif, pour moi, c'est vraiment de rigoler, par exemple. Je fais un autre cours le vendredi avec une association qui s'appelle La Ronde. La Ronde, ça s'écrit comment? La Ronde, la plus loin ronde, okay. Comme une ronde d'enfants, quoi. Et je me dis vraiment, le cours est réussi, non pas si chacun est allé dans ses objectifs perso ou quoi, mais le cours est réussi si on s'est marré, quoi. C'est vraiment important, surtout qu'en plus, là, pour l'association La Ronde, c'est pas forcément des gens qui avaient l'habitude de faire du sport avant. Pour l'association que tu as vue ce midi, il y en a qui sont déjà très sportifs, d'autres moins, donc les niveaux sont mixtes. Mais vraiment, le plaisir, c'est ce qui guide... C'est ce qui guide ma motivation et ma manière de travailler, quoi. On est dans une société de l'image qui est carrément centrée sur le culte du corps. Donc ça, c'est mon analyse à moi, mais je trouve qu'on recherche un peu la gonflette au niveau du haut du corps chez les hommes et à être ultra mince. En ce moment, il y a la mode des grosses fesses, soi-disant, grosses entre guillemets, chez les femmes. Tu ressens ça au début, justement, quand tu prends le temps de discuter avec les nouveaux clients, tu ressens cette relation à l'image qui est quand même ultra centrée sur ces aspects-là du corps. Au début, oui. Maintenant, ça fait 7 ans et j'ai l'impression que j'attire un peu des clients qui, finalement, ont un peu les mêmes envies que moi. Mais c'est vrai que quand on discute rapidement comme ça avec les gens, si jamais ils veulent faire du coaching, ce qui sort... c'est de perdre de l'âge, c'est d'avoir des plus grosses fesses, j'ai jamais eu. Je sais pas quel est l'âge moyen de tes clients. Ouais, j'ai des clients qui sont plus 40 et plus, donc... Parce que vers les moins de 30 ans, c'est les fesses, ils appellent ça le pitchy. Ouais, mais de toute façon, il y a toujours un tas de modes sur les réseaux. Il y avait aussi à un moment donné la mode d'avoir... les grands droits un peu écartés là pour avoir le trou ici. Ah bon? Ouais, c'était une mode sur les réseaux. Mais ouais, ça j'ai pas. Je pense que ça s'explique quand même par l'âge de mes clientes. Mais souvent, ce que j'entends, c'est perdre du ventre, essayer d'être plus cardio aussi. Pour pouvoir juste assurer les activités du quotidien. Honnêtement, avec les gens avec qui je travaille, je ressens plus trop ces injonctions à avoir un corps comme ci, comme ça, que ce soit pour les mecs ou pour les filles. Mais je vois bien que sur les réseaux, par contre, c'est vrai que de même la manière dont les coachs vont communiquer, beaucoup en tout cas, ils communiquent sur leur corps, qui correspond en tout cas aux normes que la société attend, entre guillemets. C'est vrai qu'on ressent une espèce d'injonction
à être comme ci, comme ça. Mais justement, ce que j'essaye de donner dans mes cours, c'est que de toute façon, on a tous des différences corporelles et que le plus important, c'est de pouvoir réussir à faire tel ou tel mouvement sans forcément trop se préoccuper de l'enveloppe physique. J'essaye de déconstruire les injonctions du corps pour chacun et d'avoir une manière de faire la plus bienveillante possible parce que des fois en cours on les entend, ils sont hyper méchants avec eux-mêmes, les gens. Ils Parce qu'ils attendent justement, ils se sont peut-être fixés des objectifs, ils se sont peut-être fixés une notion de performance et toi tu veux juste, juste entre guillemets, tu essaies juste de leur faire comprendre que le plaisir avant tout c'est bien aussi. Ouais, voilà, le plaisir et le fait que le corps peut faire ce qu'on lui demande si on le fait bien, si on a la bonne technique. Vraiment ce que je kiffe c'est quand je propose un exercice à quelqu'un, il me dit ou elle me dit oh là non ça c'est mort, c'est pas pour moi, je vais pas y arriver. Et qu'en fait, avec un bon coaching, avec les bonnes consignes, en donnant de la confiance, la personne, elle y arrive. Et je pense que c'est aussi pour ça que là, les personnes, elles ont le smile, c'est que se sont rendues compte au fur et à mesure, ça fait 7 ans que je suis avec elles, que il y a peu de limitations. Et même s'il y a des limitations, on peut trouver des options et des manières de faire qui font qu'on y arrive. Ça fait 7 ans que tu exerces sous la casquette psy en basket. À Poitiers, ouais. Aussi peut-être aux alentours. Et comment ça se passe? Tu proposes des cours individuels, collectifs, ce côté justement rencontre et discussion avec l'autre pour comprendre sa relation au sport et sa relation peut-être à son corps aussi. Comment ça se passe? Mon quotidien, tu veux dire? Ouais. Alors, il est fractionné. Il est très fractionné comme l'entraînement. Il y a du cours collectif. Donc comme tu as vu, avec différentes associations, il y a du coaching privé que je fais soit à domicile, soit dans l'association Stade Poitvin Haltéromusculation où je travaille également, donc j'en fais aussi là-bas. Il y a également le CREPS, je travaille en tant que formatrice pour le BPGEPS que tu as cité en entier tout à l'heure. Donc je donne des cours d'anatomie, de stretching et j'interviens un petit peu en musculation. Sur le kettlebell par exemple, c'est un outil de musculation. Ça ressemble à quoi? Parce que ça ressemble à une grosse cloche en fonte avec une petite anse. Ah oui, j'ai vu ça. T'as sur déjà les vu ça? Voilà. Pour le pitch it challenge pour les fesses justement. On peut l'utiliser pour tout le corps, donc voilà, j'interviens là-dessus. Ça fait 2 ans maintenant et c'est très intéressant aussi d'être de l'autre côté, du côté des formatrices et des formateurs. Ça permet vachement de se remettre en question. Sur quoi, par exemple? Sur sa pratique, en fait, parce que des fois, j'arrive en cours, je leur donne, je leur partage ce que j'ai à leur partager, puis là, je me dis, mais ça, je le fais plus. Ou alors, je fais pas comme je suis en train de leur dire, alors que je suis en train vraiment de leur conseiller de faire telle ou telle manière. Puis ça nécessite d'être... de restructurer un peu les choses. Puis eux, ils ont tellement aussi à nous donner, je trouve, en tant que formatrices et formateurs. On n'est pas juste là, on n'arrive pas avec nos valises, faites ci, faites ça comme ça. Ils ont plein d'idées, ils sont pas encore formés, justement, donc ils ont beaucoup plus de spontanéité. Et moi, il y a plein de trucs qu'ils me proposent en cours que je réutilise derrière et c'est... T'as un exemple là comme ça, je sais pas. Là, comme ça, un étirement que j'ai fait en cours tout à l'heure. C'est une stagiaire qui a proposé l'étirement en cours et je l'ai trouvé super chouette. Puis depuis, il est dans mon programme d'étirement là que je garde sur un mois, donc merci. Si on veut t'avoir comme coach personnel, etc., on te contacte comment? C'est une bonne question. Il faut avoir mon numéro en fait. Ouais, c'est le bouche à oreille. Ouais, c'est le bouche à oreille. Sinon, faut venir me chercher là où je travaille, donc au Stade Poitvin à la Pépinière, dans les assos à droite à gauche. Donc la Ronde. Il y a la Ronde, il y a le Casque, donc qui est l'association sportive du CCAS. Je travaille également pour la Gym du Planty, qui est à Buxerolles. Et pour le CLP, donc le Cercle Laïque Poitvin. Je t'ai rencontré il y a 3 ans et je t'ai interviewé pour un autre média. 3 ans, c'est beaucoup dans la vie d'une entrepreneur. Sachant que ça fait 7 ans que tu es à ton compte.
Quels sont tes questionnements, en tout cas, sur ton activité, sur ce sur quoi tu aimerais te diriger? C'est un peu une zone floue, comme je te disais tout à l'heure. Il y a une partie de moi qui a envie de continuer, mais de me spécialiser. Alors, me spécialiser dans quoi? J'ai pas encore la question parce qu'il y a plein de choses qui m'intéressent. Avec une envie quand même peut-être de réintégrer la psycho, mais beaucoup plus profondément, peut-être en faisant de la prépa mentale. Mais c'est un terrain en fait que j'ai pas exploré, donc il y a tout à apprendre dessus. Donc si je reste dans le sport, plutôt aller par là. Peut-être aussi faire un peu moins courir à droite à gauche. J'ai cité 4-5 associations, peut-être en faire un peu moins. Je sais pas comment ça peut se tourner. Et sinon, je me pose la question justement. Ça m'ennuierait quand même de quitter le sport parce que il y a des moments où je suis dans du coaching, que ce soit en cours co ou en individuel ou même à la salle d'haltérophilie où je suis dans un état de flow. L'état de flow en psycho, c'est quand on voit pas le temps passer, que on a commencé à 17h, il est déjà 20h30 et on a fait plein de trucs et c'était génial, quoi. T'as presque l'impression de ne pas avoir respiré. Des fois, quand je travaille, je me sens comme ça. Et c'est une vraie chance parce que je pense qu'une activité professionnelle n'a pas toujours ces conséquences-là. Donc ça m'embêterait quand même de quitter ça. Maintenant, il y a quand même beaucoup de fatigue qui s'est accumulée aussi du fait d'être toujours à droite à gauche et d'être si adaptable. En fait, ça prend beaucoup d'énergie d'avoir une proposition qui est adaptée. C'est très fatigant. Et sinon, je sais pas, je fais un grand virage à 360 et puis, je sais pas. Tu deviens journaliste. Voilà. Je deviens journaliste. Mais ouais, comme je disais tout à l'heure, sinon il y a un petit projet actuellement, j'attends des réponses, je peux pas en dire plus. Ouais. mais voilà. Mais en questionnement en tout cas, mais bon, c'est normal. Ouais. C'est normal au bout de 7 ans. Tu citais la préparation mentale, ça veut dire le sportif de haut niveau c'est ce qui me bloque un peu parce que c'est un public avec lequel j'ai pas forcément envie de travailler. Je trouve qu'en fait les projecteurs sont déjà tournés vers eux, quoi. La notion de préparation mentale, c'est pas que vers ceux qui font les JO en fait, c'est aussi vers ceux qui font entre guillemets juste des compétitions départementales ou régionales. Et puis le psy, la notion de force mentale, etc. dans le sport, c'est, je trouve, quelque chose, on commence à en entendre parler quand même ces derniers temps, mais quelque chose qui est compliqué. On demande beaucoup aux sportifs de se surpasser continuellement, à ne pas écouter ses limites. Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, pourrait te... C'est justement pour ça que je me pose la question d'aller dans la prépa mentale, parce que moi, le cliché que j'en ai, c'est effectivement pousser à la performance. Quoi qu'il arrive, si le sportif ou la sportive elle est dans un état d'esprit qui est correct, elle va aller vers plus de performance. L'objectif, c'est plus de performance. Maintenant, c'est comment aller vers la performance sans se détruire la santé mentale, quoi. Je pense que moi, si jamais j'arrive à exercer là-dedans, je vais me trouver dans cette frontière-là. Et ça m'intéresse aussi beaucoup de travailler avec les sportifs amateurs. Moi, je faisais des compétitions de badminton. Chaque fois, il y en avait un, il sortait de son match, il gueulait, ouais, j'ai pas de mental. Et donc, en fait, mais... c'est pas drôle, mais... Non, mais si, c'est rigolo parce que c'est des trucs qu'on entend hyper régulièrement. Donc, en fait, même au niveau amateur, et moi, la première, là, maintenant, je fais plus de compétition, mais quand je faisais de la compétition, j'avais toujours ce petit stress. Et alors, des fois, ça fait faire des choses qui sont super. Mais des fois, ça mène juste plus de fatigue et t'arrives pas à faire ce que tu veux. Je me souviens, moi, j'avais des problèmes au service. Impossible de faire un service correct au badminton. Parce que justement, j'étais stressée et quand on me mettait en dehors de la compétition, ça marchait très bien. Donc, très intéressant potentiellement de travailler avec les amateurs et les amatrices. Et sinon, si c'est avec des gens qui ont un objectif de performance, comment être dans la performance en faisant attention à sa santé mentale, quoi. Au tout début de l'interview, tu disais que le plus important, c'est de déconstruire cette notion de performance, quoi. Enfin, le plus important, en tout cas. Dans ta pratique, tu essaies justement de déconstruire cette notion de performance avec des objectifs à atteindre absolument. Tu veux replacer le plaisir dans tout ça aussi, donc... Mais c'est là où la psycho aussi est un bon ancrage pour moi, parce qu'en psycho de la prévention, on a aussi appris à définir des objectifs réalisables. Et
dans le sport, on a souvent des objectifs chiffrés, rien que sur la balance par exemple. Ça m'est arrivé qu'on me dise moi je veux perdre 20 kilos ou alors je veux peser tel poids. Et en psycho de la prévention, en psycho tout court d'ailleurs, on voit que pour atteindre un objectif, quand on a envie d'en atteindre un, c'est mieux de se mettre des objectifs de comportement. Genre par exemple, ok, donc ton objectif c'est de perdre 20 kilos, ok, par quoi on commence ? Peut-être qu'on commence par se dire, là on est en janvier, à la fin du mois de janvier, tu seras venu 4 fois à la salle de sport, 1 fois par semaine. Ok, ça c'est un objectif de comportement, parce que le comportement c'est d'aller 4 fois par mois, enfin 1 fois par semaine à la salle de sport. On a fait 4 fois, où t'es bien, on sent bien, peut-être qu'on peut passer à 2. Peut-être que, j'ai n'importe quoi, mais quand tu vas faire tes courses, tu te gares plus loin pour marcher un peu plus. Peut-être que tous les dimanches, tu peux faire une sortie avec machin. Et là, on est sur des objectifs qui sont concrets, et il y a beaucoup moins la pression de l'objectif chiffré, tu vois. Même si la personne le garde en tête, et moi en tant que coach aussi, mais on est sur des objectifs qui sont réalisables. Oui, à portée de main en fait. Voilà, et où il y a beaucoup moins de stress, parce que sinon à chaque fois je remonte sur la balance, j'ai perdu 100 grammes, j'ai pris 1 kilo. Oui, puis je pense aussi c'est plus facile de culpabiliser ou de ne pas avoir envie de s'y remettre si on n'atteint pas cet objectif chiffré de poids, plutôt que c'est pas grave, je me suis pas garée plus loin que d'habitude, mais là j'ai vraiment pas le temps, je le ferai demain ou la prochaine fois. On a moins, j'ai l'impression que c'est moins culpabilisant. Oui, ça peut être moins culpabilisant, mais ce qui est bien avec ces petits objectifs de comportement, c'est que tu vois, par exemple, si on garde l'exemple de 1 fois par semaine au mois de janvier, la première semaine, il y a déjà un objectif qui est atteint. Donc en fait, en termes de satisfaction et de... juste le fait d'être content de soi, d'estime de soi, et encore l'estime de soi, c'est ultra important quand on a envie de se mettre au sport. Ça c'est validé, et la deuxième semaine c'est validé, et la sortie avec le copain c'est validé. Donc le fait de voir que la personne elle réussit, ça lui fait du bien. Avec une cliente, j'utilisais un petit système de bocal avec des pompons, et parce qu'elle avait beaucoup de mal en fait à venir à ses séances, même si elle avait envie, elle avait beaucoup de mal. C'est une personne qui est dépressive, et un de ses symptômes c'était ça en fait, c'était souvent d'annuler ses rendez-vous quels qu'ils soient. Donc on a rendu palpable en fait les rendez-vous, où à chaque fois qu'elle réussissait à venir à une séance, un pompon dans le bocal, et puis après, le bocal, c'est plus ou moins rempli. Mais en tout cas, on a marqué vraiment, on l'a rendu palpable l'objectif. Et je pense que c'est important pour certaines personnes d'être encouragées dans ce sens-là, quoi. Je te remercie. Merci à toi. Je te remercie d'avoir regardé l'émission d'aujourd'hui. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à suivre Microcanap sur Instagram et TikTok. Et puisque l'émission sort tous les jeudis, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Microcanap!